Mystérieuse, lointaine et difficilement accessible, la Chine était depuis 2 siècles soumise aux empereurs mandchous. Mais elle résistait encore à toutes les convoitises de l'Occident. Mais au début du siècle, alors que les premiers opérateurs de cinématographe viennent à peine d'arriver et filment, ici les rues de Shanghai, le sort des Chinois a déjà basculé. En 50 ans, ils sont passés de 300 à plus de 400 millions, dont plus de 80% à la campagne. C'est trop rapidement, trop de bouches à nourrir. Disette, famine et misère. C'est toujours la même ruine majestueuse. Hommes et femmes toujours réduits au rôle de bêtes de trait. La Chine intérieure, la Chine des grandes terres, la Chine jaune. La Chine des traditions et les pieds bandés, incommodes et douloureux. Il y a aussi la Chine des notables, la Chine des mandarins et des lettrés, tous nommés et désignés au terme de concours contrôlés par l'empereur. Ce sont eux qui assurent dans les provinces le pouvoir local. Le pouvoir central, celui de l'empereur, est absolu mais discret. 20 000 fonctionnaires seulement pour le plus vaste empire du monde. À Pékin, dans la cité interdite, Siche, l'impératrice, règne déjà depuis 40 ans. Belle et impérieuse, hostile aux étrangers, attachée aux valeurs traditionnelles et fermée aux réformes, aveugle aux grands problèmes économiques et sociaux. Surtout ne rien faire, ne pas agir. À sa mort, en 1908, c'est son petit-neveu, Puyi, qui deviendra fils du ciel, le dernier empereur, un enfant de 3 ans. Kang Youwei, le réformateur des 100 jours, plaide pour un nationalisme moderne, l'indépendance économique, une armée, une administration et un enseignement moderne, le développement des transports, des ports et de l'industrie. En vain, le clan des conservateurs au pouvoir maintient la Chine prisonnière de ce que Marx nomme les mâchoires du temps. Un travail apparemment facile est réservé aux enfants. Tremper les cocons de soie dans l'eau bouillante. Facile mais désagréable. Et brûlant. La soie, bien sûr. Et le thé, la porcelaine, mais aussi l'opium. En fait, ouverte depuis 50 ans à l'Occident et au Japon par une série de traités, la Chine est en train de devenir une sorte de colonie. La Chine bleue, la Chine des grands ports, la Chine des marchands, ouverte aux échanges et sans complexe. À Shanghai, à Canton, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, Russes, Britanniques et Français, Allemands et Japonais ont commencé morceau par morceau à se partager l'empire, y créant au fur et à mesure des traités
des concessions qui échappent totalement aux lois chinoises. Nous sommes menacés du sort de l'Inde, de l'Égypte et de la Turquie, écrit un notable. Nous n'avons ni troupes, ni armes, ni munitions. Chemin de fer, commerce, banque et douane, rien n'est à nous. Rien. Si nous paraissons encore exister, c'est en réalité comme si nous n'existions plus. Chine bleue, Chine jaune, la Chine est divisée, traversée par de violentes révoltes nationalistes, contre un pouvoir qui vend aux étrangers la terre chinoise. Les répressions sont sanglantes, implacables, et les exécutions publiques. Pour l'exemple. Des paysans pauvres qui voulaient simplement une réforme de l'impôt et une redistribution des terres et comptaient sur leur poing pour chasser les Mandchous et ces cochons d'étrangers. La violence ne les décourage pas, au contraire. En 1900, il a fallu une coalition internationale pour libérer le quartier des légations à Pékin après 55 jours de siège. Dix ans plus tard, dans les provinces du Sud et du Centre, l'agitation cette fois regroupe les opposants, les mécontents, les inquiets, les associations professionnelles et les assemblées locales, les sociétés secrètes, les révolutionnaires, tous ceux qui veulent sauver la Chine. Déjà la révolution est en marche, que plus rien n'arrêtera. À Wuhan, au cœur de la Chine, de jeunes officiers se sont révoltés et ont pris le pouvoir trop facilement, révélant qu'en fait, le pouvoir de Pékin n'existait plus qu'en apparence. Toute la région entre aussitôt en dissidence, bientôt suivie par 14 des 18 provinces. En moins de 2 mois, le mouvement s'étendra à l'ensemble du pays. Un gouvernement révolutionnaire s'installe à Nankin. On coupe les nattes, symbole du pouvoir mandchou. Le 29 décembre 1912, moins de 3 mois plus tard, l'empereur abdique et c'en est fini de la Chine impériale. Le docteur Sun Yat-sen devient président de la République. Leader révolutionnaire des intellectuels et de la nouvelle bourgeoisie, malgré de multiples tentatives avortées de soulèvement populaire, Sun Yat-sen voulait d'abord abattre la dynastie mandchoue, c'est fait. Il voulait aussi construire un État socialiste. Il n'en aura pas le temps. Écarté moins de 3 mois plus tard par le général Yuan Shikai. Chef de l'armée du Nord, qui l'a rendue puissante et moderne, Yuan Shikai fait de la révolution une affaire personnelle. Il dissout l'Assemblée et les partis, écrase les tentatives de révolte, cherche à se faire élire empereur, mais il meurt 3 ans plus tard, laissant la Chine divisée, livrée à l'anarchie et au chaos. Pendant que la Première Guerre mondiale permet à la Chine bleue, celle des grands ports, de prendre un nouvel essor, la misère et la famine à nouveau sur les campagnes. La Chine jaune. À Pékin, derrière les murs rouges de la cité interdite, pour la première fois depuis 2000 ans, il n'y a plus d'empereur.
Abdiqué par le trop jeune Puyi, le pouvoir est maintenant entre les mains d'anciens officiers de Yuan Shikai, les seigneurs de la guerre. Ambitieux, corrompus, hommes de paille des étrangers. Feng, surnommé le général chrétien, obsédé par l'hygiène. Les mains, puis les pieds, avant l'exercice de sabre. Les cours de chant chrétien. Et la récolte d'opium. L'entretien d'une armée coûte cher. Sun Yat-sen, d'abord réfugié au Japon, puis installé à Canton, a créé un parti très vite devenu puissant, le Kuomintang, parti nationaliste du peuple. Nationalisme, démocratie et socialisme, c'est la Chine de Sun Yat-sen. Une toute petite partie du Sud. Tout le reste, derrière la façade d'un gouvernement fantoche installé à Pékin, a été divisé entre les seigneurs de la guerre. Cela va durer 10 ans. Toujours les mâchoires du temps. Pendant ce temps, en Europe, des millions de jeunes gens meurent dans les tranchées et l'Empire russe devient soviétique. Pendant ce temps, à Pékin, Puyi erre parmi les fantômes du palais. Pendant qu'à Shanghai, des jeunes gens rêvent d'un homme nouveau, démocrate, social et patriote, pour sauver la Chine. Parmi eux, Zhou Enlai, fils de mandarin, et Mao Tse-tung, fils de paysan, mi-étudiant, mi-bibliothécaire. Sauvons la patrie. Le 4 mai 1919, les étudiants de Pékin, bientôt suivis d'autres villes, descendent dans la rue, contre la cession de territoire au Japon par le traité de Versailles. Le mouvement est lancé. C'est une véritable révolution culturelle, d'où naîtront d'autres mouvements, d'autres grèves, d'autres manifestations. Et d'où naîtra aussi en 1921 le Parti communiste, qui recrute parmi les ouvriers les intellectuels des grandes villes du Sud, Canton et Shanghai surtout. 60 à la création, ils seront 60 000 6 ans plus tard. Michel Markovitch Gruzenberg, alias Borodine, agent secret du Comintern en Chine. Borodine a séduit Sun Yat-sen qui l'aide à réformer le Kuomintang selon le modèle soviétique. Il le pousse à s'unir aux communistes, une alliance qui lui offre une base politique nationale. Armes, fonds et conseillers russes arrivent à Canton, lui permettant de développer une armée moderne et bien équipée, encadrée par les officiers de l'académie militaire, créée elle aussi sur les conseils de Borodine. Le grand projet de Sun Yat-sen, ce qu'il prépare maintenant, c'est une expédition militaire au nord contre les seigneurs de la guerre pour refaire enfin l'unité de la Chine. Mais Sun Yat-sen est malade. Il meurt au début de 1925
laissant une succession difficile. Chiang Kai-shek. Il a 38 ans. Il est ambitieux. Formé à Moscou, il dirige l'académie militaire et donc il contrôle aussi l'armée. Jouant des rivalités qui opposent les factions et avec l'appui de Moscou, c'est lui qui prend le pouvoir à la tête du Kuomintang. Mais aussitôt il évince Borodine, les conseillers soviétiques, et réduit l'influence des syndicats. Et c'est lui qui va réaliser le projet de Sun Yat-sen, l'expédition du Nord lancée un an plus tard, en juillet 1926. Facilité par le ralliement de nombreux militaires locaux, c'est d'abord une série rapide de victoires. En quelques mois, tout le Sud est conquis. Pressé par Borodine qui veut sa revanche, communistes et Kuomintang forment à Wuhan un gouvernement de coalition. Pendant ce temps, Mao cherche sa voie. D'abord partisan de l'alliance avec le Kuomintang, il travaille maintenant dans les campagnes. C'est là, dans les campagnes, que se jouera un jour le sort de la Révolution. C'est eux qui creuseront le tombeau de tous les impérialistes, seigneurs de guerre, fonctionnaires corrompus et despotes locaux. Car en fait, derrière les nationalistes victorieux, là où le pouvoir change, les paysans se soulèvent, prennent les armes et les terres, se groupent en masse en assemblées populaires, s'en prennent violemment aux propriétaires. Chiang Kai-shek a rallié les armées des seigneurs du centre et du sud. Il est maintenant généralissime. Au printemps 1927, il arrive à Shanghai, laissant Pékin pour plus tard. Dans un an, exactement. Fort de ses victoires, Chiang a décidé maintenant de rompre avec les communistes. Et c'est à Shanghai qu'il va frapper. Quelques jours avant son arrivée, les milices ouvrières dirigées par Zhou Enlai ont décrété la grève générale et occupent la ville. Borodine, qui croit toujours à l'alliance, demande aux milices ouvrières d'enterrer les armes et d'éviter l'affrontement avec Chiang. Mais pendant que Mao s'interroge, qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, Chiang laisse tomber le masque. Le 12 avril, en une seule nuit, les communistes sont arrêtés par des hommes de main. Condamnés par une justice d'occasion. Et exécutés publiquement.
Les communistes, maintenant, connaissent leurs ennemis. Il y avait parmi eux beaucoup de jeunes dirigeants et compagnons. Chou En-lai lui-même parvient de justesse à y échapper. En fait, le coup de force de Chiang Kai-shek fait l'affaire de tous. Marchands, industriels, notables, sociétés secrètes, sectes et trafiquants. Il fait aussi l'affaire des Occidentaux. Certes, la révolution n'est pas un banquet entre des gens bien élevés. Mais les gens bien élevés n'aiment ni la violence, ni la révolution. Sans scrupules et réaliste, la Chine bleue va son cours. Et Chiang peut épouser la jeune et jolie Song Mei-ling, belle-sœur de Sun Yat-sen. Toujours dans les mâchoires du temps. La moisson d'automne, une série de tentatives d'insurrection dans les régions rurales et minières du centre, a été un désastre, réduisant le Parti communiste à quelques milliers de survivants clandestins et traqués. Ce qu'a été cette terrible année 1927, un romancier, André Malraux, le dira. La condition humaine. Réduits à se cacher dans les campagnes, les survivants y installent des bases révolutionnaires, où ils forment les paysans au principe de la guérilla, selon les principes de Mao. L'ennemi avance, nous reculons. L'ennemi s'immobilise, nous le harcelons. L'ennemi recule, nous le pourchassons. Installé à Nankin, généralissime et président de la République, Chiang Kai-shek veut en finir avec ses foyers révolutionnaires. Il lance une, puis deux, puis trois, finalement 5 campagnes, passant de 100 000 à 1 million de soldats, encerclant et isolant les bases pour les détruire une à une. Encerclés, affamés, terrorisés par l'adversaire comme par un tigre, les guérillas communistes ne peuvent résister. Au printemps 1934, les conditions de vie sont devenues dramatiques. Il faut fuir, abandonner les bases, s'échapper, par petits groupes, dans la boue, dans la neige, souvent de nuit. Traversant fleuves et montagnes, embuscades et batailles rangées, c'est la longue marche, 1 an et 10 000 kilomètres. Partis 100 000, ils ne sont que 30 000 rescapés. Les 2 tiers sont morts en route. De froid, de faim, de soif et souvent d'épuisement, pour sauver la Chine.
Yan'an, au nord, sera leur capitale. Et Mao, un moment évincé par Zhou Enlai et critiqué pour ses idées rétrogrades, est maintenant à la tête du parti et de l'armée. La lutte des chefs est finie. Commence la légende. Le ciel est haut, les nuages sont clairs, 10 000 fleuves, 10 000 montagnes. Fin 1936, Chiang Kai-shek doit cesser de poursuivre les communistes. Il est contraint par des officiers rebelles de faire l'union nationale contre un danger plus grave. Les Japonais. Installés en Mandchourie, région minière et riche qu'ils occupent depuis déjà 4 ans, les Japonais viennent brusquement d'entrer en Chine du Nord, profitant de la guerre civile et des divisions. Bien équipés, bien organisés, ne rencontrant presque aucune opposition. Dans cette partie du monde, la Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. En quelques semaines, ils seront à Pékin. Et, symbole insupportable pour tous les Chinois, le drapeau japonais flotte sur la cité interdite. Puyi, l'ex-dernier empereur, n'est déjà plus qu'un jouet pitoyable aux mains des Japonais. Prince fantoche de la Mandchourie occupée. Après le Nord, c'est maintenant les grandes métropoles économiques du Sud que les Japonais attaquent. D'abord Shanghai, au mois d'août 1937. Pour échapper aux bombes, il ne reste que les légations étrangères en dehors de la ville. Un mince et fragile refuge. Hello, everybody. This is Floyd Gibbons speaking. This was the last stand, the last barricade of the Chinese forces of the 19th Route Army that opposed the advance of the Japanese Marines through these ruins. Hardly a month ago, families lived in these places, fathers, mothers, and children. This was all that they had in the world. Les pertes chinoises sont lourdes et l'armée contrainte d'abandonner les villes et la population civile aux Japonais. Pillage, destruction, viols et massacres. À Nankin, près de 20 000 femmes violées.
des milliers de civils massacrés. Certains enterrés vivants. Plus de 200 000 morts. Les mêmes scènes se reproduisent dans toute la région, jetant les survivants sur la route. Des images qu'on reverra maintenant souvent. Vaincu, anéanti, amputé d'une grande partie de son élite, victime de la corruption et des affairistes, l'armée de Chiang Kai-shek est aussi sous-équipée. Mais l'Occident, tout au discours menaçant d'Hitler, n'entend pas l'appel au secours et trop lointain de Madame Chiang. To you, who are enjoying the serenity and security of your own homes, I wish to bring a message from the women of war-ridden China. It is this: if you wish to avoid the calamities that are befalling China now, and the killing and mutilation of your loved ones and your fellow beings, boycott Japanese goods. À Yan'an, on mobilise, on forme, on éduque tous ceux qui fuient l'occupation japonaise. Paysans surtout, mais aussi intellectuels, artistes ou écrivains. Mao tire les leçons des problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire. Met au point sa méthode et sa pensée, trace la ligne juste. Réforme agraire et mobilisation, éducation permanente, pratique, critique et autocritique, surveillance collective et style de travail. L'homme nouveau doit naître ici. Les communistes ont entendu l'appel de Chiang Kai-shek, et c'est Chou En-lai qui vient signer entre le parti et le Kuomintang une nouvelle alliance. Les armées communistes sont en principe intégrées aux forces nationalistes,
Mais en fait, chacun garde ses territoires et son organisation. Chassons d'abord les Japonais de la terre chinoise, on verra ensuite. Maintenant, l'alliance et l'effort de tous est nécessaire. La guerre va changer. Sabotage, destruction des ponts, des routes, des voies ferrées. Autour des Japonais, maîtres des grandes villes et des centres industriels, c'est la terre brûlée. Les digues du fleuve Jaune sont rompues sur ordre de Chiang. Pékin, Shanghai, Canton et Nankin occupés, Chiang Kai-shek a transporté le gouvernement à Chongqing. Les réfugiés affluent, multipliant la population de la ville par 5 en 6 mois. Il faut aider le gouvernement, priver de ressources et couper des grands centres économiques et des banques occidentales. L'effort de tous est nécessaire. Mais à Chongqing, Chiang Kai-shek, sans avion, sans protection aérienne, ne peut arrêter les bombardements japonais. 250 en 2 ans. En Europe, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et c'est devant le Sénat américain que Madame Chiang, à nouveau, demande du secours. Let us not forget that Japan, in her occupied areas today, has greater resources at her command than Germany. Let us not forget that during the first 4.5 years of total aggression, China has borne Japan's sadistic fury unaided and alone. C'est le général Stilwell, que l'on envoie depuis la Birmanie, chargé de mettre sur pied des groupes de commandos. Une équipe de cinéastes, des services secrets, dirigés par John Ford, filme leur entraînement. En 35 mm et en couleur.
Il y a même l'entraînement aux pigeons voyageurs. Toujours sous l'œil des services secrets et de John Ford, la visite à Yan'an du général Early, venu se rendre compte de l'état réel des forces communistes. Encadrant le général, Chu De, le créateur et le chef mythique de l'armée rouge, et Mao. Mao un peu raide, gêné, pour la photo souvenir. Pendant que la guerre continue, ce qu'on ne voit pas dans les territoires libérés et occupés par les communistes, réforme agraire, mobilisation, éducation des masses paysannes, encore et toujours. Dans un an, la guerre sera finie. Les Japonais seront vaincus. Ils ont tenu la Chine pendant 8 ans. Mais il y a eu Hiroshima et Nagasaki, 3 jours plus tard. La guerre est finie. Les Américains sont partout, avec Chang bien sûr, qui savoure la victoire. Avec Mao aussi, venu négocier avec Chang la convocation d'une conférence d'union nationale. Le général Early est encore là. Et c'est sous l'œil bienveillant du général Marshall que communistes et nationalistes signent un accord prévoyant une démocratisation du régime politique et le redéploiement des forces militaires. Après un siècle d'invasion, de guerre et de révolte, cela semble être enfin la paix. La Chine bleue est libre et les affaires reprennent. Mais qui est dupe? Car en fait, Chang, auquel les Américains livrent de nouvelles armes, veut en finir une fois pour toutes avec les communistes. Dès le printemps 1946, il lance à nouveau une série d'offensives contre les bases communistes du Nord et du Centre. Inférieurs en nombre et surtout en matériel, les communistes reculent sur tous les fronts. Début 1947, ils doivent abandonner leur capitale, Yan'an. À pied, Mao en tête, comme pendant la longue marche 10 ans plus tôt.
contre la guerre et contre les Américains, contre la spéculation qui va bon train, contre les prix qui montent, la monnaie qui baisse et l'inflation qui galope. La fièvre a saisi les grandes villes côtières. Chiang Kai-shek est débordé et croit encore y voir la main des communistes. Répression, exécution. Toujours public et toujours sommaire. Et toujours pour l'exemple. Comme un poisson dans l'eau, Mao a repris la ligne juste. La réforme agraire, le contrôle et la politisation des paysans dans les campagnes délaissées par Chiang. Éducation et mobilisation des paysans. L'armée populaire gagne sans cesse de nouvelles recrues, alors que les soldats nationalistes, maltraités, mal nourris, désertent de plus en plus nombreux pour rejoindre les rangs communistes qui les accueillent, les forment et les éduquent. Installés dans les campagnes au nord et en Mandchourie, les communistes repoussent et fixent d'abord les nationalistes dans les villes. À l'automne 1948, déjà vainqueurs en Mandchourie et dans les provinces du centre, Mao et Liu Shaoqi se sentent assez forts pour lancer une grande offensive sur tous les fronts à la fois. Les bandits rouges volent bientôt de victoire en victoire sur tous les fronts. Peu importe les morts. Vagues après vagues, sans cesse et sans repos, jusqu'à l'épuisement. C'est comme une marée humaine. Les villes sont prises d'assaut. Comme au Moyen-Âge. Après avoir reconquis Yénan, puis le nord, ils avancent vers la Chine bleue, Shanghai et jusqu'au détroit de Formose. Mal entraînés, trop lourdement armés, mal commandés et démoralisés,
les nationalistes n'étaient pas préparés à cette guerre. Les étrangers, cette fois, ont compris. Adieu la Chine. Adieu la Chine nationaliste. Adieu Chiang Kai-shek. Le généralissime, président de la République depuis 22 ans, a démissionné. Avec Chiang, 1,5 million de Chinois quittent pour toujours la terre et la tombe des ancêtres. Le 21 janvier 1949, Mao et l'Armée rouge sont entrés à Pékin. « 38 ans après le rêve éphémère de Sun Yat-sen, c'est la seconde révolution chinoise. Chu Te, Liu Shaoqi, Zhou Enlai. Et Mao. Place Tiananmen, le 1er octobre 1949. La République populaire de Chine est née. Reconnue le lendemain par Moscou, 3 mois plus tard par la Grande-Bretagne, seul des pays occidentaux. Chine jaune et Chine bleue enfin confondues, la Chine est rouge. Ne reste que Hong Kong, cédé pour 29 ans à la Grande-Bretagne, et l'île de Taïwan, dernier refuge de Chiang Kai-shek. La guerre froide a commencé, et Chiang, soutenu par les Américains, prépare sa revanche.